Hello les explorateurs, c'est Camille d'e-commerce Nation. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on va découvrir tout l'écosystème de Respire. Je vous laisse venir avec moi et on va interviewer Thomas Méheux, cofondateur de Respire. Bonjour Thomas, merci de nous accueillir dans les locaux de Respire. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci déjà de venir chez nous. Alors, moi, avant de monter Respire, j'avais monté une boîte dans les logiciels. Donc, rien à voir, logiciel d'analyse de données. J'ai commencé à toucher du doigt quelques sujets sur l'entrepreneuriat. Et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai vendu cette première entreprise et j'ai envie de me relancer dans une boîte plus consumer, B2C, e-commerce. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait, de Respire avec mon associé Justine qui est en train de me filmer. Voilà. Et avant ça, j'ai fait des études de commerce en Angleterre et à Paris. Et du coup, pourquoi Respire? Comment c'est venu cette idée-là? Ouais, c'est très inhérent à l'histoire de mon associé Justine, puisque Justine est une grande coureuse. Il y avait une communauté sur Instagram autour du running, la joie de vivre, etc. Et on s'est dit ensemble qu'on avait envie de travailler cette communauté-là autour de produits qui favorisaient le bien-être. Et donc, à partir d'un moment, on a eu un déclic, le déodorant est apparu comme une évidence, parce que c'est un produit qui est controversé, avec des ingrédients qui ne sont pas toujours très évidents à comprendre pour les consommateurs. Et on s'est dit qu'avec la communauté de Justine et l'état d'esprit qu'elle avait réussi à insuffler en apportant beaucoup de transparence, de confiance dans tout ce qu'elle disait, il y avait une opportunité de construire une marque, d'abord de déodorant, mais on avait déjà en tête de faire une marque globale d'hygiène, avec des produits qui sont hyper sains pour le corps, où on comprend les ingrédients, tout est fait en France. Et je pense que c'est ce que les consommateurs attendent, pas simplement dans l'hygiène, mais dans toutes les différentes types de consommation, que ce soit les fringues, l'alimentation, etc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu vraiment les grandes étapes que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui? Alors une chose hyper importante, peut-être la plus importante, c'est qu'on a toujours considéré que cette aventure, c'était pas quelque chose qu'on menait à deux avec Justine, mais avec la communauté. Donc même avant d'avoir notre premier produit, le déodorant, on avait déjà une première communauté qui nous accompagnait au début dans le brainstorm des produits, ce qu'on appelle le Respire Club, qui prend la forme de réunions de temps en temps à nos bureaux tous les mois pour échanger sur ce dont ils ont besoin. Donc quand on bossait sur le déodorant, on leur posait la question, combien de fois par jour vous l'utilisez, etc. Et ça prend aussi la forme d'un groupe WhatsApp où on peut échanger au quotidien avec eux en leur posant des questions. Donc, première étape, en fait, c'est de se constituer un noyau dur de lovers qui adorent l'aventure, qui font partie de l'aventure. On a lancé ce premier produit d'abord en crowdfunding, donc toujours très lié à la communauté. Donc, on a mis en pré-vente nos produits, en racontant un petit peu notre histoire, notre démarche, pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Et là, c'est vraiment une étape clé puisque tout a explosé en fait. On a eu le sentiment de toucher un peu une corde sensible et que beaucoup de gens se sont retrouvés dans notre démarche. Donc pour te donner une idée, on a vendu 20 000 déodorants en un mois, sans marketing payant. On a juste simplement fait une vidéo de manière totalement organique qui nous a coûté je pense 500 €. Et on a fait 3 millions de vues parce que voilà, notre discours a résonné. Et à partir de là, on savait qu'on avait 4 mois pour faire la production, lancer le site e-commerce et shipper ces 20 000 déodorants. Donc, en mai, donc 4 mois plus tard, on a lancé notre site internet, ça a explosé. Pareil chez Monoprix, dans lequel on a été distribué très rapidement dans leurs 300 magasins en France. On a eu des super retours, des ruptures de stock. Et à partir de là, on a recruté une équipe, donc maintenant on est une vingtaine, alors qu'on était 2 il y a 1 an. On a lancé chez Sephora et aujourd'hui, voilà, on a à peu près 50 000 clients, une gamme pas complète de soins d'hygiène mais qui va encore s'agrandir avec des déodorants, notre premier produit, une gamme solaire, des shampoings solides, des savons solides, des dentifrices, des vitamines et la crème hydratante. Comment ça s'est passé vraiment lors du lancement du site e-commerce? Est-ce que vous avez rencontré des points bloquants? La partie en ligne est hyper importante et pourtant on n'a pas d'équipe informatique chez Respire. Tout est hyper fluide, c'est peut-être une des parties qui sont les plus fluides. Alors je fais pas l'apologie de Shopify, mais je veux dire que je suis très content de la manière dont ça se passe parce que
On n'a jamais eu de couac en termes de serveur par rapport à Shopify. On n'a jamais eu de problème pour comprendre, analyser nos données parce qu'il y a une très belle brique Analytics qui nous permet de comprendre un petit peu nos chiffres au jour le jour ou au mois par mois. Donc ce qui pour certaines boîtes peut être un élément très compliqué, le e-commerce, pour nous c'est assez simple finalement. Et ça nous permet de nous concentrer sur les vrais sujets, c'est-à-dire le développement de nouveaux produits et servir notre communauté au quotidien, quoi. C'est vraiment pour la simplicité que vous avez choisi Shopify ou il y avait d'autres raisons? J'avais le sentiment qu'on avait accès à un package un petit peu complet où il s'occupait des serveurs, donc il n'y avait pas besoin de brancher des serveurs. On avait la base pour mettre nos produits en ligne et faire en sorte que le site s'affiche bien sur desktop, sur mobile. Et ensuite, une possibilité d'étoffer un peu notre offre avec toutes les applications que Shopify offre et ses partenaires. Donc je te donne un exemple. Le jour où on a voulu activer nos clients via CRM, on a branché Klaviyo, qui est un add-on. Il y a une super intégration entre Shopify et Klaviyo qui permet de faire remonter la data des deux côtés. On sait qu'on va avoir quelque chose de solide pour le début et si l'activité est amenée à grossir, on va pouvoir évoluer avec Shopify sans refaire tout à chaque fois, quoi. Et justement, comment vous faites pour gérer justement cette croissance? Dans l'ensemble, c'est assez simple parce que finalement, quand on a une architecture robuste comme Shopify, envoyer 10 commandes, 1000 commandes ou 10 000 commandes, c'est un petit peu le même process, à condition d'avoir des bons stocks en interne chez nous. Donc sur la partie back-end, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Là où il y a peut-être la différence entre 10 commandes par jour ou 2000 commandes jour, c'est plutôt sur la partie front-end. Au début, on avait un seul produit. C'était assez simple, on avait un parcours d'achat en 2 clics, on arrivait au checkout. Maintenant, on a 15 produits, donc nos réflexions, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le parcours d'achat soit tout aussi clair et tout aussi rapide pour le client et pas qu'il s'embrouille entre les différentes collections et catégories de produits. Donc, il y a une réflexion à avoir pour se dire comment est-ce qu'on fait pour que le client arrive sur notre site et puisse aller assez facilement vers le produit qu'il veut et au checkout à la fin, quoi. Est-ce que toi, tu pourrais nous en dire plus sur un peu vos fiches produits, le parcours consommateur? Ouais, alors c'est intéressant. Ce qu'on constate, c'est quand même que le plus important, et quand je dis le plus important, c'est peut-être 80% de la valeur d'une fiche produit pour nous, elle doit être présente avant le premier scroll, que ce soit sur mobile ou desktop. Il faut que les informations importantes apparaissent tout en haut. Et quand je dis informations importantes, c'est des images. Donc nous, on essaie de mettre le plus de contenu possible visuel. Et ensuite, les informations importantes, c'est bien sûr le nom du produit, la contenance, les caractéristiques clés, quels sont les bienfaits, comment est-ce que ça s'utilise. Et finalement, si on a déjà ça, il y a 80% du travail qui est fait. Ensuite, le 20% restant, on y travaille, on essaie d'étoffer, d'enrichir un peu nos fiches produits avec du contenu supplémentaire, des vidéos, comment les utiliser. On constate dans l'analyse de nos pages que la plupart des clients restent focalisés sur tout ce qui est en haut. Et voilà, donc moi si j'ai un conseil à donner, c'est travailler et retravailler les informations importantes qui vont convaincre votre client d'acheter votre produit avant de scroller derrière. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes combien sur cette brique e-commerce? Alors, il y a une personne à temps plein qui est arrivée lundi et qui est juste là-bas. Et avant ça, il y avait une personne qui était à peu près 50% de son temps et moi qui étais en support derrière. Donc voilà, pour une boîte e-commerce, finalement, on n'est qu'une seule personne qui passe à temps plein dessus, c'est ça qui est magique, quoi. Et vous travaillez avec une agence aussi en support L'intérêt de Shopify, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est d'avoir la possibilité toi-même, si tu veux, de faire des modifications sur ton site sans avoir à faire appel à un développeur à chaque fois que tu veux changer une virgule ou une couleur. Néanmoins, même si on a cette latitude-là au quotidien, on a le besoin ponctuellement de développer des nouvelles fonctionnalités front-end un peu plus structurelles. Donc, par exemple, on serait rajouter un bloc pour permettre aux personnes de laisser leur avis. Et dans ces cas-là, on fait appel à une agence experte Shopify qui connaît très bien l'outil et qui va nous créer un nouveau bloc qui sera disponible et qu'on pourra ensuite modifier à notre guise plus tard
Donc voilà un petit peu comment ça s'organise. On fait tout en interne, sauf qu'on a, on a besoin de développer des nouvelles fonctionnalités, dans quel cas on fait appel à une agence en support. Vous êtes passé sur l'émission Qui va être mon associé. Et comment vous avez géré en fait ce pic de trafic? C'était un grand moment pour nous parce que on était dans les derniers épisodes, donc on savait un petit peu l'impact que l'émission avait eu sur les entreprises qui étaient passées avant nous. Et donc on avait constaté que toutes ces entreprises qui étaient passées avant avaient eu leur site qui était tombé en rade à cause d'un pic du trafic énorme et qu'ils n'avaient pas su gérer. Et on avait vu avec Shopify comment on pouvait s'assurer que le site ne tombe pas en rade et crash. Là-dessus, ils nous ont vraiment rassurés. Déjà, ils nous ont dit qu'au Black Friday, je ne sais plus si c'est en novembre ou en décembre, ils géraient plusieurs centaines de millions de transactions au même moment et que leur serveur était équipé pour que les sites ne crachent pas. Donc ça nous remet quand même à notre place, même si on a une émission en prime time sur une chaîne nationale. Le Black Friday, je pense, expose tout en termes de trafic. Et puis, néanmoins, ils ont quand même fait un effort en allant booster les serveurs de notre site internet spécifiquement pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment aucun problème. Et ça a été un super succès. On n'a pas eu de problème sur les serveurs sur notre site internet, ce qui nous a permis de capitaliser sur tout ce pic de trafic qui a été énorme. Pour te donner une idée, on a multiplié par entre 10 et 50 notre trafic dans les 3 minutes qui ont suivi notre passage. Donc c'est vraiment énorme. On voit le transfert entre la télévision et internet qui est hyper rapide. Donc probablement que les gens regardent la télévision avec leur smartphone dans la main et ils checkent du coup en l'occurrence notre site directement sur leur mobile. Donc c'est assez impressionnant de voir que les gens en fait sont à la fois à la télé et à la fois sur notre mobile, sur notre site internet mobile. Ouais. Comment vous avez géré justement ce passage en full online? Et on a le sentiment que les gens qui sont passés sur l'e-commerce, qui ont découvert le e-commerce, vont continuer à acheter en ligne et pas forcément repartir en magasin. Ce qui est génial pour nous parce que même si on est présent hors ligne, dans des magasins comme Monoprix ou Sephora, notre channel prioritaire reste notre site à nous, où on peut gérer vraiment toute l'expérience, quoi. Et justement, voilà, tu nous parles du site. Quels sont un peu les next steps vis-à-vis du site? On a commencé à faire des tests sur l'abonnement. Donc, la personne, au lieu d'acheter d'acheter le produit en one shot, elle a déjà la possibilité d'acheter de manière récurrente. Parce qu'il y a plein de gens en fait, qui, une fois qu'ils sont convaincus par le produit, ont envie de sortir ça de leur tête et simplement se faire livrer un déodorant tous les mois, tous les 2 mois, selon la fréquence de leur choix. Les tests sont hyper encourageants. On a environ 10% des gens qui se sont déjà inscrits pour de l'achat récurrent. Donc on va capitaliser là-dessus et le plus gros chantier là pour cet été, ça va être d'apporter des nouvelles fonctionnalités et améliorer l'interface. Mon compte abonnement, pour inciter les gens à davantage s'abonner parce qu'on pense que c'est une solution qui est hyper utile pour les consommateurs, d'avoir à sortir de leur tête le besoin d'acheter des produits qu'ils utilisent toute l'année, avec en plus des avantages consommateurs comme des réductions sur nos prix habituels, quoi. Tu nous parlais de Monoprix et Sephora. Comment en fait vous faites pour gérer toute cette brique omnicanal? Donc tout de suite, on a eu en tête d'avoir un modèle un peu hybride entre du online sur notre compte et du offline vers d'autres magasins. Et comment est-ce qu'on priorise un petit peu les deux? Disons que le offline, il y a un super canal de recrutement pour faire parler de notre marque auprès des gens, pour qu'ils puissent voir le produit, parce qu'en digital, malheureusement, ils ne peuvent pas voir le produit et le sentir. Et on voit vraiment le offline comme un moyen de recruter des nouvelles personnes. Et ensuite, l'idée, c'est de les diriger online, parce que la meilleure expérience qu'on peut leur offrir, c'est online. C'est là où ils ont bien sûr le produit, mais ils ont l'histoire de la marque, ils ont des vidéos, ils ont des feedbacks consommateurs de personnes qui ont déjà testé le produit. Ils ont une expérience, ce qu'on appelle unboxing experience, qu'on essaie d'être la plus magique possible, avec des petites surprises, des informations produits, un soin particulier à apporter à la présentation. Et je pense que, en tout cas pour nos consommateurs, les gens viennent chercher un produit pour l'aspect fonctionnel, mais aussi un produit pour tout l'aspect émotionnel et l'engagement qu'ils peuvent avoir à travers leur consommation. En l'occurrence, nous, on porte des valeurs très axées sur le soin du corps, l'environnement, le consommer made in France. Et donc, cette plateforme en ligne Shopify nous permet de présenter beaucoup plus que simplement notre produit, mais aussi toute l'histoire et les valeurs qu'on porte, quoi.
Et du coup, est-ce que pourquoi pas une boutique Respire, on va dire? Alors, mais pourquoi pas, parce que encore une fois, je crois beaucoup au modèle hybride, et si on a une boutique, ce serait vraiment pour proposer une expérience immersive à la communauté Respire, pour qu'ils puissent peut-être rencontrer notre équipe, toucher nos produits. On pourrait imaginer des soins autour du corps, faire des activités sportives. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Mais si on a une activité retail, ce serait davantage de l'expérientiel que de l'achat ou de l'achat-vente pure de produits. Ça, ils peuvent le faire très bien en ligne déjà, quoi. Vos clients sont vraiment au cœur de l'entreprise. Ouais. Justement, comment vous faites en fait pour gérer la relation client? On essaye de multiplier les touchpoints en ligne, alors pas simplement sur notre site, mais sur Instagram, on échange énormément avec notre communauté. Et puis en ligne, on a une personne aussi qui est dédiée pour répondre à des questions qui sont un peu plus spécifiques autour des produits ou de la livraison. Un exemple, c'est qu'on a mis en place un chat où les gens peuvent poser des questions en direct à nos équipes. Mais c'est l'idée un petit peu d'apporter un accompagnement le plus personnalisé et le plus temps réel possible pour nos clients, quoi. Et du coup, pour vos clients, justement, comment vous utilisez les réseaux sociaux? Parce que comme je te l'ai dit au début, avant même qu'on ait un produit et une entreprise réelle, on avait déjà une communauté. Donc on leur doit tout, c'est les gens qu'on sert à travers nos produits. C'est très facile à mon avis de connaître un succès tôt et de s'enfermer un petit peu en se disant qu'on a toutes les réponses. Nous, ce qu'on veut, c'est rester très ouvert. Donc c'est pour ça que tous nos produits, la première étape qu'on fait avant de les développer, c'est qu'on demande à la communauté ce qu'ils en pensent, quel format, quel parfum. Puis sinon, au quotidien, sur les réseaux sociaux, on les fait participer à travers des jeux concours, des lives de sport. Donc pendant le confinement, par exemple, tous les jours, il y avait un rendez-vous sportif où on incitait, on aidait les gens à faire du sport, à bouger. Donc la communauté, si on devait garder quelque chose, ce serait ça, quoi. C'est vraiment ça qui nous drive au quotidien. Et comment tu vois justement l'avenir de Respire au global? Ce que je souhaite, c'est que ça continue comme ça, c'est-à-dire continuer à développer des soins d'hygiène naturels faits en France, servir notre communauté à tous les niveaux, que ce soit dans le développement de nos produits, dans l'animation de la communauté, avec les lives de sport, etc. Et pourquoi pas peut-être l'international un jour. Et est-ce que tu as des actualités à nous partager, des nouveautés? Ce que je peux dire, c'est qu'on va continuer à sortir des nouveaux produits dans les prochains mois. Et pour ce qui est du site internet spécifiquement, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on va développer la brique abonnement, qui est aujourd'hui un peu une V1, et la V2 devrait sortir en septembre. Pour finir cette interview, un conseil à donner à un entrepreneur ou une entrepreneuse? On voit plein de choses en ligne, il y a énormément de conseils, de contenu sur comment sophistiquer son site, mais je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La personne qui se lance, elle a besoin de quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire un site qui se charge rapidement avec des images, des informations importantes, et c'est déjà bien, quoi. Ça ne sert à rien de mettre un an à peaufiner son site si le truc n'a pas été lancé. Lancez le site, voyez comment ça fonctionne, analysez un peu vos datas, est-ce que les gens restent longtemps sur votre page ou pas, sur quoi est-ce qu'ils cliquent. Et en fonction de ça, là vous allez pouvoir commencer à ajouter des fonctionnalités en fonction des retours. Et je pense que c'est une erreur importante que peuvent faire beaucoup de nouveaux entrepreneurs. C'est de construire quelque chose de très robuste avec plein de fonctionnalités pour finalement se rendre compte qu'en fait c'est pas ce que les consommateurs voulaient. Donc même si nous on a des convictions et on a envie de pousser des choses, finalement le dernier mot ce sera toujours le consommateur qui l'aura et l'internaute. Donc on teste des choses, on écoute et on modifie et pas l'inverse, quoi. Merci d'avoir suivi cette interview, j'espère que ça vous aura plu. Merci également à Respire de nous avoir accueillis dans les locaux et n'hésitez pas à retrouver tout le contenu Shopify directement sur E-Commerce Nation.